On va démarrer, ça fera venir les retardataires. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un webinar, notre premier webinar chez Wifit qui sera dédié autour du sujet du product marketing et en quoi aujourd'hui c'est un levier de croissance et d'impact encore méconnu pour les organisations produits et comment faire du produit un vrai business partner. Donc, pour démarrer rapidement, on va se présenter avec Pauline, puisqu'on va être vos hôtes du jour donc du coup, moi, c'est Mathis. Après une carrière en product management, j'ai rejoint les équipes internes de Wifit en tant que responsable marketing et marque. Et moi, je suis Pauline, je suis consultante product chez Wifit depuis un peu plus d'un an aujourd'hui et je suis experte du sujet product marketing. On va démarrer sur une présentation parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Wifit on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Louis, qui est Product Account Developer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar. Alors promis, je ne vais pas vous faire les 2 minutes commerciales qui peuvent être qui peuvent manquer un petit peu de fun. Néanmoins, pour tous les curieux, on aimerait vous présenter brièvement Wifit. Wifit, déjà, on va commencer par notre mission. Notre ambition sur le pourquoi de Wifit, c'est de transformer vos produits en moteurs de croissance durable. Et pour ça, on a bien conscience, notamment parce qu'on a la chance d'échanger tous les jours, sauf le week-end, avec les décideurs produits, avec les décideurs data, et qui nous partagent justement leurs problématiques à résoudre. Comment on fait du produit un business partner? Comment on fluidifie les relations entre équipe tech, business, design? Comment on maximise l'adoption justement en positionnant son produit avec les bons utilisateurs sur son marché? Et également, à l'ère de l'IA, comment prendre des décisions plus héroïstes? Et pour ça, Wifit a pour ambition de réconcilier l'impact business et le produit et dans des organisations complexes. On sait que c'est un challenge salé et Wifit justement est là pour accompagner nos clients. Pour ça, on a différentes façons pour accompagner nos clients, du conseil en organisation, au coaching et la formation, et l'immersion, où les Wifiters sont pleinement intégrés dans les directions, dans les organisations de nos clients, et ce, sur différents métiers du product management full stack, stratégie, discovery, delivery, en passant par l'Ops, sur comment rendre héroïque justement une organisation produit et maximiser sa valeur, au quality management, en passant par la partie product marketing qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Pour aller un petit peu plus loin, sachez qu'aujourd'hui, Wifit, c'est plus de 100 consultants qui sont spécialistes dans leur domaine, mais également pragmatiques et engagés. Et on a la chance d'accompagner de nombreux clients, 35 pour être très factuel aujourd'hui, sur lesquels on est présent dans l'ensemble des secteurs. Et pour vous donner quelques noms que vous pouvez voir juste en dessous, sachez qu'on est en capacité d'être présent sur la partie immersion, activation avec cette logique d'équipe, de la formation et coaching jusqu'au conseil. C'était la présentation Wifit. Pour tous ceux qui sont curieux d'en savoir plus, on se ferait un plaisir d'échanger plus longuement dans le cadre d'un échange, soit dans les locaux Wifit, juste à côté de la tour Montparnasse, soit en visio. Pour commencer, du coup, on voulait un peu savoir qui vous êtes et quel est votre rapport aussi au métier de PMM, donc Product Marketing Manager. N'hésitez pas à nous dire du coup dans le chat dans quelle boîte vous travaillez, quel est votre poste et où vous en êtes par rapport à ce métier de PMM. On serait très curieux et ça nous aidera peut-être aussi un peu à ajuster le contenu sur la suite. Euh, Avant d'entrer du coup dans le concret, moi je vous propose de prendre un petit peu de recul sur l'évolution du métier de PMM en France, parce que comprendre d'où vient le rôle, ça aide beaucoup aussi à comprendre pourquoi il est encore parfois flou aujourd'hui, surtout parce qu'il y a une grande dichotomie entre les US, dont on s'inspire beaucoup dans la tech, vous le savez, et la France. J'ai commencé par une timeline US en haut. Et donc, en fait, si on commence un peu dans la fin du XXe siècle, avant le digital, on va dire, le product marketing, il existait déjà, mais sans s'appeler comme ça. C'était déjà des rôles dans des boîtes type IBM, Microsoft, etc., qui étaient centrés sur le positionnement, sur les messages, la différenciation face aux concurrents, etc. Mais c'était souvent intégré dans un rôle qu'on appelait product manager et qui était lui-même différent de ce qu'on a maintenant, qui était en fait intégré dans la direction marketing et qui ressemblait un peu plus en fait à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les produits physiques. À partir du coup du 21e siècle, avec l'explosion du web, des SaaS B2B, etc., le rôle de product manager est devenu du coup beaucoup plus tech et beaucoup plus de delivery, avec la roadmap, les specs, coordination avec les devs, etc. Et en fait, on a un peu un vide qui est apparu sur qui porte la vision du marché, la vision client, la valeur, etc.
Et donc, c'est là que le rôle de PMM a commencé à émerger comme un rôle distinct, notamment dans la Silicon Valley aux États-Unis. À partir de 2010, du coup, le rôle est devenu déjà très clé, en fait, avec notamment les modèles d'abonnement, la concurrence accrue, etc., l'importance de la rétention. Donc, c'est là que le métier s'est structuré aux États-Unis, qui était du coup précurseur, et le rôle est devenu très mature, en fait, dès ces années-là. Ce qui s'est encore plus renforcé, du coup, dans les années 2020. Alors qu'en France, en fait, jusqu'en 2015, on peut quand même considérer que le rôle était quasi inexistant parce qu'en France, on avait peu de SaaS matures, les organisations sont très silotées et on souffre encore aujourd'hui, en vrai, d'un fort héritage du concept de marketing comme le marketing brand slash communication. Donc, le produit est souvent porté par l'IT qu'on appelait le métier ou le PM seul. Et le terme de PMM est souvent confondu en fait avec le marketing opérationnel ou la communication en fait. À partir de 2015, donc c'est là qu'on voit un peu la montée des startups françaises qu'on connaît tous, Doctolib, Blablacar, etc. Et les premiers PMM apparaissent. Mais souvent, c'est des personnes qui sont recrutées sur des profils très marketing, voire conseils, qui sont assez touche à tout et qui manquent un peu de cadre clair et qui ont des noms qui ne sont pas encore tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, on utilisait le terme de growth product ou de product évangéliste. Et juste avant le Covid, là, on a vu du coup une accélération avec du coup la maturité produit qui s'ancre. Mais du coup, on voit qu'on a à peu près une quinzaine d'années de retard par rapport aux États-Unis. Le PMM est devenu en fait nécessaire à partir du Covid à peu près et surtout à partir du tournant business qu'on a connu du coup au niveau de l'année 2022-2023 pour aider justement à aligner produits marché, structurer les lancements, aider les sales, etc. Donc là, le PMM, on peut considérer qu'il est en construction, mais quand même reconnu. Et on observe en fait encore des fortes disparités de maturité selon les entreprises, même s'il y a une demande qui est vraiment croissante, surtout sur les scale-up et les grands groupes, quand il y a vraiment des enjeux d'internationalisation, de multi-produits, etc. Pour compléter ce que vient de dire Pauline, si on regarde un petit peu à la loupe la croissance du nombre de product marketing managers et de cette fonction dans les entreprises, on a eu par exemple un verbatim de Carlotta Guelg, donc qui est lead product marketing chez Decathlon et que vous connaissez peut-être parce qu'elle est fondatrice et host du podcast Product Marketing Stories, où en 3 ans ils ont quadruplé leur nombre de PMM. Ils sont passés de 3 à 20 PMM. Si on regarde chez Conto, ils sont passés de 6 à 20 PMM en 3 ans. Et chez Lucas, de 3 à 16 PMM. Donc, on peut voir sur différentes startups scale-up ou grands groupes que c'est un métier qui évolue et les équipes grandissent parce qu'elles ont le product marketing a un réel impact dans le quotidien product. Si on passe un peu à la théorie du métier, en fait, on a un peu tendance à réduire le PMM à un rôle entre guillemets, de pont entre le business et le produit. Mais c'est en réalité beaucoup plus que ça, parce que c'est vraiment le lien entre toutes les entités possibles et imaginables. Donc là, on en a désigné quelques-unes, mais ça peut aller beaucoup plus loin en fonction de votre entreprise et de votre organisation. Si on résume en fait le poste de PMM en une phrase, nous on aime bien dire que c'est de favoriser l'adoption d'un produit sur un marché afin de répondre aux objectifs business de l'entreprise. Donc il y a vraiment les concepts de business et d'adoption. Et du coup, les missions du PMM reposent en fait sur 4 grands piliers qui, c'est facile à s'en souvenir, ça suit vraiment de manière logique le cycle de dev d'un produit ou d'une feature. Donc ça, c'est les 4 piliers. Et du coup, on va aller un peu deep dive dans chacun d'entre eux, sachant que moi, je suis du coup, j'ai fait une mission de 1 an de product marketing chez Accor. Donc du coup, je vais vous donner aussi un peu des exemples de ce qui a été mis en place chez Accor avec l'équipe de product marketing manager. Donc sur la partie discovery et insight, donc là, c'est vraiment la phase de recherche. On va comprendre le marché, le client, le problème à résoudre. Parce que du coup, si on ne résout pas le bon problème, franchement, peu importe la qualité de notre solution. Donc concrètement, on va aller analyser le marché, la concurrence, on va faire une veille pricing, segmenter nos clients, définir nos personas et nos ICP. Les personas, ça va être du coup, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est des groupes du coup de personnes ou d'utilisateurs ou de bailleurs qui rentrent dans une certaine catégorie avec certains critères et qui peuvent être intéressants par rapport à un positionnement spécifique.
Et l'ICP, ça veut dire Ideal Customer Profile. Donc, c'est vraiment l'archétype de votre client idéal. Donc, ça, c'est aussi important de le définir. Et c'est deux démarches qui sont un petit peu distinctes. Et du coup, dans cette phase, on va vraiment aller creuser aussi l'analyse des données d'usage. Donc, par exemple, dans le parcours, est-ce qu'il y a des frictions? Essayer de comprendre comment nos utilisateurs utilisent vraiment le produit. Et c'est une phase qui est hyper importante parce que sans ça, on construit un peu à l'aveugle. Et du coup, typiquement, chez Accor, nous, du coup, on produisait beaucoup de benchmarks concurrentiels parce que quand les product owners et les product designers se lançaient sur une discovery spécifique avec l'équipe PMM, on venait vraiment amener la vision marché. Et donc, on faisait des benchmarks à la demande. Typiquement, on a travaillé avec l'équipe sur des benchmarks de parcours de checkout mobile, de différentes manières de mettre en avant le programme de fidélité ou de structurer les homepages, que ce soit sur le site ou sur l'application. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route ou si vous avez des remarques sur tout ce qu'on raconte, n'hésitez pas. Sur la partie numéro 2, donc positionnement et messaging, là, on commence à avoir une meilleure idée de ce qu'on veut faire. Donc, on va définir ce qu'on vend, à qui et pourquoi c'est différent ou c'est meilleur. Donc, il y a d'abord la proposition de valeur, ça va être quel problème vous résolvez mieux que les autres et comment. Et ensuite, il va y avoir les bénéfices clés, la différenciation produit. Et l'idée, c'est d'avoir ensuite un narratif produit qui soit cohérent sur tous les canaux et tous les touchpoints qui vont parler de votre produit ou de votre feature. Donc, par exemple, votre site, vos différentes démos, les supports de vente pour les commerciaux, etc. Et en dernier lieu, adapter ce message par audience, c'est hyper important parce que, par exemple, un CEO et un utilisateur final, donc votre buyer et votre user, quand vous êtes dans un modèle SaaS, par exemple, vont pas avoir du tout les mêmes préoccupations. Donc, l'idée d'un bon positionnement, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait une clarté absolue dans ce que vous racontez par rapport à votre produit. Exemple, du coup, chez Accor, donc on a fait un gros travail d'analyse avec l'équipe du messaging qui concerne l'application mobile d'Accor. Donc, on a mappé tous les touchpoints et on a centralisé tous les messages pour finalement se rendre compte qu'il y avait un peu du travail à peaufiner sur le touchpoint spécifique des App Store. Donc là, on a lancé du coup, suite à ça, un grand chantier sur l'ASO, donc App Store Optimization. Ensuite, sur la partie go-to-market et activation, donc là, on sait ce qu'on a fait et on veut définir comment le faire atterrir sur le marché et générer de l'adoption. Donc, on commence par le plan de lancement, qui fait quoi, quand, etc. La matrice des rôles avec toutes les différentes équipes qu'on veut impliquer là-dedans. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Je reviens sur la fleur de tout à l'heure. L'idée, c'est que ça apporte vraiment de la clarté et de la cohérence au travers de toutes les équipes et que tout le monde regarde dans la même direction. Il y a un aspect aussi important sur le packaging et le pricing. Euh, c'est vraiment stratégique parce qu'un mauvais pricing, ça peut vraiment tuer l'adoption. Quand on dit packaging, c'est le fait de, par exemple, pouvoir faire des offres bundle ensemble sur une feature puis l'autre, de pouvoir en fait faire des offres couplées, etc. C'est pas toujours du ressort du PMM complètement, mais le PMM, s'il est présent dans l'organisation, il a clairement un rôle de conseil dans la démarche. Et ça rejoint notamment la partie veille pricing qui est effectuée en phase de discovery. Et enfin, du coup, toutes les expériences d'activation dans le produit, ça c'est hyper important. Donc, onboarding, emails, tutos, avoir des petits tooltips un peu sur les zones concernées par les nouveautés dans l'outil, etc. Tout ce qui peut en fait transformer votre utilisateur en utilisateur vraiment engagé et qui comprend ce qu'il fait. Typiquement, exemple du coup chez Accor, sur le go-to-market, c'était du coup une logique qui n'était pas forcément c'était pas vraiment un réflexe chez les product people. Donc, du coup, avec les PMM, on a voulu insuffler une culture du go-to-market dès les premières phases de conception. Et donc, en fait, pour commencer une initiative, il y a tout un plan qui s'appelle une fiche initiative avec différents chapitres à renseigner sur pourquoi on fait ça, avoir une documentation hyper claire pour la suite. Et on a voulu rajouter, du coup, un chapitre sur le go-to-market pour les aider à réfléchir, en fait, dès les premières phases de conception à ces aspects-là. Par exemple, réfléchir au moment le plus propice pour le sortir parce qu'il va y avoir une feature liée ou un temps fort marketing de la marque qui est hyper intrinsèque à cette feature ou une adaptation locale parce qu'il y a une culture spéciale dans ce pays, etc. Et en dernier lieu, toute la partie feedback et mesure, parce que je ne vous apprends rien, on n'aime pas trop lancer
une feature dans la nature et basta. Il faut quand même qu'on aille prouver son impact, mesurer et surtout apprendre pour pouvoir itérer par la suite. Donc, l'idée, c'est de définir des KPI avant le lancement. Tout ce qui va être adoption, usage et surtout impact business. Parce que sans ça, on ne pourra pas vraiment savoir si on a réussi. Et donc, ensuite, on va suivre la performance du lancement pour la partie quanti par rapport à ces KPI-là. Et ensuite, collecter aussi les feedbacks clients pour la partie quali. L'idée, c'est d'en tirer des learnings. Est-ce qu'on itère? Qu'est-ce qu'on kill? Qu'est-ce qu'on scale? Ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de rester dans un cycle continu au maximum. Et chez Accor, du coup, on s'est rendu compte que, il y avait un besoin de plus d'alignement entre le central et les régions. Je vous apprends rien, Accor, c'est une très grosse boîte avec beaucoup de bureaux partout dans le monde qui ont des réalités locales hyper spécifiques. Et du coup, nous, on a voulu, en fait, avec les PMM, créer un outil qui permet de collecter via un formulaire et de centraliser toutes les demandes spécifiques et tous les feedbacks pour nos produits par rapport à nos différents marchés parce que c'est vraiment eux les mieux placés pour nous aiguiller sur leur réalité et leurs priorités locales. Donc ça, c'était pour la théorie. Je voulais vous parler d'un petit exemple qu'on trouve hyper intéressant aussi en product marketing. C'est comment Microsoft Teams a complètement renversé la situation face à Slack. Si vous avez un peu des idées de ce qui a pu faire pencher la balance, vous voyez le graphique des DAU, c'est assez impressionnant. Il y a 5 éléments que nous, on a identifiés. Le premier, c'est que Slack a vendu un produit, donc un outil de messagerie, mais Microsoft a vendu une solution complète. Les clients, ils n'achètent pas juste la messagerie, ils veulent aussi la visio, l'échange de fichiers, le stockage, etc. Donc, c'est vraiment un écosystème complet. Slack a fini par s'y adapter et à développer ces features-là, mais au moment où c'était vraiment crucial, c'est Teams qui est passé devant. Le deuxième coup de maître, c'est d'avoir une stratégie de pricing implacable. En gros, Microsoft a intégré Teams directement dans Office 365, qui dominait déjà le marché. C'est presque un chouille déloyal, mais ça a bien marché, puisqu'en fait, pour beaucoup d'entreprises, Teams était gratuit ou en tout cas déjà payé. Un troisième point, je pense que c'est mon argument préféré, c'est à qui on vend. En fait, Slack visait les utilisateurs finaux avec une approche assez bottom-up, très orientée UX. Slack, c'est un outil qui est ultra séduisant pour les utilisateurs, mais Teams a vraiment ciblé les buyers, donc les décideurs. Et ces personnes-là, du coup, dans des grandes boîtes avec beaucoup d'utilisateurs à la fin, c'est des personnes qui se posent des questions de conformité, de sécurité, de coût, etc. Et là, Microsoft a coché toutes les cases. Un quatrième, c'est du coup la confiance. En fait, Microsoft a capitalisé sur des décennies de familiarité avec l'environnement Windows et Office et elle a vraiment facilité l'adoption, c'est clair. Et le dernier qui est aussi intéressant, c'est l'effet réseau. Parce que Teams permet de collaborer aussi bien en interne qu'en externe, du coup, avec vos clients, avec vos partenaires. Et cette ouverture, du coup, ça a créé un peu un effet viral d'utilisation que Slack n'a pas vraiment su reproduire à son niveau. Donc, la petite conclusion, c'est que en product marketing, c'est pas toujours le meilleur produit en termes d'UX qui va gagner. C'est celui qui va mieux comprendre son marché, ses bailleurs, et qui va se positionner vraiment comme une solution à un problème business réel. Une petite conclusion à tout ça, pour un peu resimplifier tout cet entonnoir, plein d'informations qu'on vous a données. Faut se dire que vraiment le métier de PMM va être très différent d'une boîte à l'autre et il faut vraiment que vous vous adaptiez à votre business, à vos KPI et à qui vous voulez vous adresser. Mais les deux grands pans en fait du PMM, c'est en amont de la chaîne de valeur, arriver à influencer la conception du produit pour que ça soit bien positionné, pile poil pour résoudre le problème qu'il faut. Et en aval, de favoriser son adoption et ses ventes, ce qui sera très fluide si vous avez bien fait l'étape numéro 1 a priori. Pauline vous en a parlé au début. Donc là, on a vu un peu les différents rôles du product marketing. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les organisations et dans l'imaginaire collectif, il y a encore quelques flous qu'on voulait démystifier sur le rôle même du product marketing. Et on voulait commencer par le product marketing vs le marketing et donner une définition assez simple des différences pour vous aider à vous comprendre et à vous projeter. Tout d'abord, on va dire le rôle principal, on va dire le marketing, c'est de
de travailler la présence sur le marché d'un produit ou d'une marque, alors que le product marketing, c'est travailler le product market fit. Et ça se décline comment sur des exemples assez simples. Côté marketing, c'est vraiment d'attirer l'utilisateur final et de générer des leads, alors que du coup, côté product marketing, son rôle au quotidien, ça va être de comprendre le marché et le positionnement du produit pour justement délivrer la meilleure adoption. Côté marketing, on va travailler sur un storytelling de marque global versus où là, le product marketing, il va travailler sur la storytelling du produit même. Donc, on a vu rapidement la différence entre ces deux-là. On va aller plus loin pour vous parler aussi de la différence entre le product management, le rôle du product manager et le rôle du product marketing. Côté product management, donc lui, il va travailler à la construction, on va dire même du produit, et le product marketing, lui, va travailler son positionnement et son adoption une fois que le produit sera construit. Donc globalement, le product management, il va définir la vision, la roadmap du produit, alors que côté product marketing, il va définir le messaging de tout du produit ou de la feature d'un produit et toute la partie go-to-market. Et tout simplement, product management va travailler sur le quoi, alors que le product marketing va travailler sur le pourquoi et le pour qui. Et si on rentre dans un cycle de vie d'un produit, il faut bien se rendre compte que product management et product marketing, en fait, c'est un binôme essentiel qui doivent collaborer ensemble à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Côté discovery, le product management va travailler sur toute la partie user research, donc comprendre qui est son utilisateur à travers des interviews, des analyses de données, de parcours, etc. Alors que côté product marketing, il va se focaliser sur le buyer research, c'est-à-dire qui va acheter le produit et pas forcément qui va utiliser le produit. Et toute la partie market research, c'est-à-dire comprendre quels sont les tenants aboutissants du marché, du secteur, pour mieux favoriser l'adoption, le positionnement du produit et son go-to-market. Côté roadmap, le product management, il va travailler sur la vision produit et la décliner en initiatives concrètes et travailler sur la priorisation de ces initiatives, de ces fonctionnalités. Le product marketing, il a un rôle à jouer là-dedans parce qu'il va assister à la priorisation grâce à toute sa connaissance sur le marché. Et une fois qu'il y aura une définition d'une roadmap, son rôle, ça va être de la vulgariser et de pouvoir la diffuser facilement en interne dans l'entreprise. Côté développement, le côté product manager, il va travailler sur toute la partie pilotage du delivery avec les différentes équipes techniques, data, quality analyst, etc. Et côté product marketing, on va travailler sur le positionnement, sur le pricing et préparer le sales enablement, c'est-à-dire préparer tous les assets pour que demain, les équipes commerciales puissent vendre et parler de la meilleure manière du produit ou des nouvelles fonctionnalités ou quand il y a des équipes potentiellement à l'international et qu'il faut les accompagner à prendre en main une nouvelle fonctionnalité, c'est de travailler toute cette partie-là. Lors d'un lancement de produit ou d'une nouvelle fonctionnalité, côté product management, on va travailler toute la qualité et valider la qualité du produit ou des nouvelles fonctionnalités pour être sûr que quand ça va être mis en ligne, mis en production, il n'y ait pas de problème ou de bug et de préparer la documentation technique. Alors que côté product marketing, lui, il va coordonner tout le go-to-market, donc tout le lancement produit. Post-lancement, évidemment, côté product management, son rôle, le product manager va suivre des métriques d'usage qui seront définies, donc notamment, on parle souvent d'OKR, et de travailler en suivant les feedbacks des pistes d'amélioration continue et d'itérer en continu sur le produit. Côté des product marketing, il va y avoir le suivi des métriques d'usage, mais aussi le suivi des métriques business qui seront évidemment partagées côté product management. Du coup, sur la partie KPI à suivre, on voulait vous faire un peu une distinction sur les différents business et les différents enjeux à chaque fois. En fait, quand on parle des KPI de product marketing, l'intention reste la même, mais il y a quand même des petites distinctions. Donc, en gros, les trois questions globales à se poser, c'est est-ce que la valeur, elle est comprise, est-ce qu'elle est utilisée et est-ce qu'elle crée de l'impact business? Mais du coup, si on va un peu en détail, en B2B, par exemple, le sujet central, ça va être l'adoption dans la durée. Donc, en fait, on va beaucoup regarder des indicateurs comme, par exemple, le time to value ou l'adoption de fonctionnalités clés, par exemple en pourcentage, etc. Ou encore le churn, qui doit être le plus bas possible. Et aussi des KPI après très business, par exemple le win rate ou l'upsell pour arriver en fait à aller chercher des nouveaux clients et en activer plus.
L'objectif du PMM ici, ça va être plutôt de s'assurer que le produit aide à vendre correctement et à retenir après. Euh, Sur la partie B2C, la logique, elle est un peu différente parce que, en fait, ce qui est crucial, c'est que la valeur doit être comprise en quelques secondes, vraiment. Parce que c'est souvent des marchés qui sont très concurrentiels. Donc, on va plutôt suivre de près l'activation très tôt dans le parcours, dès qu'on peut mesurer quelque chose, la rétention à, par exemple, J+7 ou J+30, et aussi ce qu'on appelle la stickiness, donc la fréquence de retour d'un user. Et bien sûr, du coup, bah, in fine, la conversion vers le payant. Donc après, ça va dépendre des modèles. Si vous êtes sur du freemium ou si vous êtes sur un modèle de potentiellement de e-commerce ou d'achat, mais il y aura du coup tous ces aspects-là aussi à la fin pour relier un peu l'usage et la monétisation in fine. Et la dernière catégorie, on voulait vous parler du B2E. Donc le B2E, c'est Business to Employees. Donc c'est les outils qui sont utilisés en interne. Là, on change complètement de prisme parce que l'utilisateur n'a pas choisi son outil. Donc les KPI, ça va plutôt porter sur l'adoption interne, la fréquence d'usage, l'impact opérationnel. Typiquement, est-ce que les personnes vont gagner du temps, vont gagner en productivité, et aussi évidemment la satisfaction des équipes. Et donc le succès va un peu moins se mesurer en revenus en efficacité et en productivité. Donc voilà, au global, les KPI, ça restera de se poser la question sur est-ce qu'on gagne, enfin, est-ce qu'on crée vraiment de la valeur là où ça compte, mais au travers du coup à chaque fois des KPI qui sont pertinents pour ce business. Merci Pauline. On vous a préparé un petit exercice que vous pouvez faire maintenant ou vous pourrez faire plus tard après vous avoir un peu balayé les enjeux stratégiques du product marketing. On vous présente notre product marketing Health Maturity Check. L'objectif, c'est de très facilement pouvoir identifier si vous avez une organisation qui a un niveau de product marketing qui est plus ou moins mature en répondant à différentes questions qu'on va dérouler ensemble. Chaque réponse apporte 2 points, 1 point ou 0 point et on va dérouler après les résultats. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice et nous le partager en commentaire par curiosité. Donc la première question que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que votre proposition de valeur, elle est claire, différenciante et documentée? Si oui, c'est 2 points. Si c'est partiellement, on est sur 1 point. Et si c'est non, on est sur 0 point. Et est-ce que dans votre quotidien, est-ce que vous avez connaissance qu'il y a une définition des segments prioritaires et ICP? Donc ICP, Pauline vous l'a défini, donc c'est vraiment quels sont les clients, les profils de clients idéaux. Donc oui, partiellement ou non. Est-ce que chaque lancement produit ou d'une fonctionnalité suit-il un plan structuré avec des objectifs, des messages définis, des canaux et un sales enablement? Oui, parfois ou non. Est-ce que vos équipes sales elles disposent de contenu adapté et utilisé comme des battle cards ou des pitch decks pour les aider et supporter leur prise de parole? Oui, partiellement ou non. Est-ce que vous mesurez l'adoption post-lancement de vos produits ou de fonctionnalités? Et est-ce que vous intégrez les feedbacks marché dans la roadmap? Oui, partiellement ou non. Et pour finir, est-ce que vous mesurez l'impact de votre produit sur la base d'indicateurs business, comme par exemple la conversion, l'activation ou l'upsell? Donc on vous laisse faire votre petit comptage de points et le partager dans le chat. Si vous arrivez à un niveau de 0 à 4 points, on peut dire que vous avez une maturité de product marketing qui est inexistante ou très faible. Si vous êtes entre 5 et 8 points, vous avez une maturité de product marketing qui est en construction, qui est en bonne voie. Et si vous atteignez entre 9 à 12 points, vous êtes sur, on va dire, un product marketing qui est mature et stratégique actuellement. Et du coup, vous êtes en très bonne voie et sûrement en avance par rapport à beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France. Donc, je vous laisse une petite minute. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver ça dans le replay du webinaire qu'on vous enverra par la suite. Donc on voit 7 points chez Maison du Monde. Donc c'est en construction, donc c'est en bonne voie. Écoutez, je vous propose de démarrer et de continuer.
Et je vous propose aussi de démarrer dès cet après-midi, justement pour aller encore plus loin sur le product marketing en fonction de votre nombre de points. Ce qu'on peut vous donner déjà en premier conseil, c'est que si vous n'avez pas de product marketing manager, déjà vous en tant que product people, vous pouvez déjà travailler là-dessus et élargir votre spectre d'impact dans votre quotidien. Donc clarifiez vos ICP avec trois caractéristiques clés que vous pouvez définir de votre côté. Écrivez une tagline produit en une phrase, donc c'est vraiment un positionnement clair sur le produit sur lequel vous travaillez. Vous pouvez créer un mini go-to-market plan pour votre prochain lancement qui peut se traduire par des objectifs, des messages et des canaux. Et organiser un workshop d'alignement produit marketing sales qui pourrait être déjà un vrai début de travail sur l'évolution du product marketing dans vos organisations. Et si aujourd'hui vous avez un ou plusieurs product marketing managers, bah, vous pouvez déjà bien vous fixer trois KPI business si ce n'est pas encore fait, ce que ça peut être le taux d'adoption, l'upsell ou la conversion. De travailler vraiment l'implication du product marketing manager en amont des décisions produits, donc dès les phases de discovery, donc comme on vous a présenté précédemment. Créer un feedback loop, comme on vous a présenté en tant qu'exemple chez Accor Pauline, post-lancement d'un produit ou d'une fonctionnalité, donc tout ce qui est analyse d'adoption et plus les insights marché, et standardiser vos battle cards et pitch decks pour la partie commerciale. Du coup, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Si vous avez vraiment trois key takeaways à garder, le premier, c'est la compréhension et la perception de la valeur, parce que votre produit, il vaut que ce que vos clients perçoivent qu'il vaut, en fait. Vous pouvez avoir la meilleure techno du monde. En fait, si votre produit ne résonne pas avec les vrais problèmes de votre audience, vous allez un peu passer à côté, ou vous allez vous chercher, en fait, pendant longtemps. Et le product marketing, en fait, c'est d'abord ça, c'est vraiment comprendre ce qui compte pour vos clients et formuler votre valeur en conséquence. Le deuxième point, c'est l'adoption, parce que clairement, un produit qui n'est pas utilisé, c'est un produit mort. L'adoption, c'est pas juste signer un contrat, en fait, c'est faire en sorte que vos utilisateurs ils l'intègrent réellement dans leur quotidien et qu'ils l'utilisent. Et donc, ça va passer par l'onboarding, l'accompagnement, la formation, etc. Tout ce qui peut transformer un utilisateur en utilisateur vraiment actif, engagé. Et en dernier lieu, à garder en tête vraiment impact business tout au long de votre go-to-market parce que ça peut vraiment faire ou défaire votre produit. Quand on regarde Teams versus Slack, c'était le même combat et des résultats très différents parce que Microsoft a pensé à son go-to-market de manière hyper holistique sur le pricing, la distribution, le positionnement, etc. et que c'était aligné avec des vrais besoins en fait. Donc, je pense que vous pouvez vraiment garder ces trois piliers en tête et vous aurez déjà une bonne longueur d'avance sur le product marketing. J'ai vu une question d'Éléonore, on y arrive juste après. Je voulais juste vous proposer de poursuivre un peu l'étude du sujet avec plusieurs ressources qui existent de notre côté. On a des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Certaines sont produites par nos experts en interne et d'autres sont des interviews de PMM qui ont été produites lors de meet-up ou d'événements qu'on organise. On a aussi plusieurs articles sur le sujet du product marketing qui sont disponibles directement sur notre site, donc wefit.com. Et en bas, on vous a aussi rajouté quelques recos de contenu à suivre, notamment le podcast de Carlotta Guel qu'on adore. Il y a aussi du coup April Dunford qui est un peu la ponte du positionnement worldwide, donc c'est en anglais. Je peux aussi vous rajouter, je ne les ai pas mis sur cette slide, mais les articles de la Product Marketing Alliance. Donc c'est du coup tout un conglomérat international sur le product marketing. Et il y a aussi une newsletter qui, à titre personnel, j'aime beaucoup, qui s'appelle Insights de Clément Fromont, qui est sur le neuromarketing. Et donc, il va décrypter en fait un sujet de neuromarketing une fois par semaine. C'est hyper intéressant. Et pour terminer, on est très heureux, c'était aussi l'objectif du webinaire, c'était de vous parler de notre livre blanc qui est dédié au product marketing. Donc, product marketing, un levier stratégique de croissance et d'impact. Ce que vous trouverez aujourd'hui en plus par rapport à ce webinaire et pour aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que le product marketing est essentiel dans les nouvelles organisations sur des enjeux stratégiques business, pour faire adopter des produits, pour identifier, développer les bonnes fonctionnalités et justement éviter qu'elles meurent directement, comme dit Pauline. Du coup, dans ce livre blanc qu'on a construit avec plus d'une quinzaine d'experts en
en product marketing. Donc certains que j'ai vu dans la salle, dont José chez DocaPost et Julie chez Alma. On a aussi interviewé des personnes chez Lucas, Conto, il y a aussi Accor. On a vraiment différents types de tailles de structures d'entreprise. Donc vous allez avoir plein de retours d'expérience ultra intéressants. Et ce que vous trouverez en plus pour aller plus loin par rapport à notre temps d'échange, c'est quels sont aujourd'hui les signaux qui indiquent que vous avez besoin de mettre en place cette fonction dans votre organisation produit, les périmètres concrets d'intervention d'un product marketing manager, différentes manières de mettre en place la fonction et surtout démontrer l'impact de la fonction justement pour pouvoir la développer au sein de vos organisations produits, les compétences clés aujourd'hui d'un bon product marketing manager et un bonus pour des personnes qui sont actuellement déjà product marketing manager, comment réussir son onboarding sur les 3 premiers mois dans une organisation. On a une super préface qui a été aussi écrite par Carlotta, donc lead PM chez Decathlon et donc peut venir vous parler de son podcast. Donc on est très content. Vous pourrez y retirer plein de retours d'expérience très intéressants. On vous met juste le QR code pour le télécharger juste ici. Et puis, on va vous mettre le lien aussi en commentaire. Tristan, merci beaucoup. Et puis maintenant, il nous reste un petit peu de temps pour passer à une phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. On a déjà une première question d'Éléonore, si je ne dis pas de Yes. bêtises. Je peux la prendre. C'est vrai que du coup, on n'y a pas répondu tout de suite, Eleonore, parce que je pense que par la suite du webinaire, il y a peut-être répondu, notamment la partie sur démarrer cet après-midi sans PMM. Moi, je pense que du coup, ce qui est un peu crucial au début pour un PM en startup qui n'est pas épaulé par un PMM, ça va être de commencer par vraiment définir sa cible. Et en vrai, c'est pas du tout une mince affaire parce que je pense que quand on est dans du B2C comme Macadam, on a un peu tendance à vouloir se dire, bah ma cible, c'est tout le monde. Parce que idéalement, on aimerait avoir tout le monde sur notre app. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus en profondeur par rapport à tout ça, essayer d'identifier les usages spécifiques, etc. Donc, je pense que clarifier sa cible et son ICP, c'est la step one pour toi. Ensuite, je pense réfléchir et intégrer en fait à chaque fois que en tant que PM, tu vas intégrer une nouvelle feature au go-to-market, vraiment avoir un peu une logique go-to-market et te faire peut-être un petit framework par rapport à ce qui correspond à ta cible et à tes différentes phases de release, etc. Et essayer d'insuffler ça en interne, notamment bah, peut-être avec tes équipes market, etc. Et après, le troisième pilier pour moi, c'est la mesure. Donc, vraiment intégrer de la mesure de succès. Mais honnêtement, ça, je pense que tu le fais déjà en tant que PM. Donc, mais vraiment, continuer à avoir cette logique-là. Donc cible, go-to-market et mesure. Pour moi, c'est vraiment les trois piliers. Je ne sais pas si tu as des Non, choses à compléter. totalement aligné. Trop bien. En tout cas, nous, on était ravis de faire ce premier webinaire. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions après, à nous contacter. Du coup, on est disponible. On a du coup bah, la ressource du livre blanc qui est disponible sur notre site. Et vous pouvez aussi directement nous contacter, notamment sur la page de notre offre d'accompagnement en product marketing. Merci à toutes et à tous d'être venus. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur le livre blanc, même sur le webinar. On est toujours, on a parlé de feedback, donc on est toujours preneur Ouais. de s'améliorer. Vous pourrez recevoir, il y aura le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard ou qui n'ont pas pu être présents. Vous pourrez aussi partager à vos équipes. Et puis, on vous souhaite une très belle journée, un bon appétit Mm. et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.